Envisageons la création d'un comité de soutien. Un comité de soutien, c'est déjà créé en Suisse, c'est déjà créé en Italie, et je pense qu'à notre tour, nous devons créer un comité de soutien puisque leur jugement au tribunal se fera le 31 mai. Nous aurons donc à peine un mois pour organiser leur défense, leur soutien, récolter des fonds, sensibiliser l'opinion publique à ce qui se passe ici, qui est inadmissible. 2 poids, 2 mesures. D'un côté, génération identitaire qui parade tranquillement dans la montagne. De l'autre côté, des militants pacifistes qui sont en prison. Merci. Merci Agnès pour cette information claire et motivante. Le premier point qu'on voulait aborder dans l'histoire du parcours des migrants dans notre bonne ville de Gap, lorsqu'ils arrivent, c'était la question de l'asile. L'asile, car beaucoup viennent demander l'asile, mais tout le monde ne sait pas exactement ce que cela représente comme situation de départ, comme facilité ou comme difficulté par la suite, et comme complication interminable au cours de ce parcours. Je demande à Marie-Christine Vergea de nous dire un mot d'information sur la situation de l'asile en tant que raison d'accueillir des personnes en leur reconnaissant leurs droits, le droit d'asile. Merci. Tout d'abord, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je ne pensais pas que ce serait d'une activité aussi chaude, si je puis dire, mais c'est d'autant plus symbolique, me semble-t-il. C'est quoi l'asile? On dit souvent la France, terre d'asile. Donc c'est quoi l'asile en France? Je crois qu'il est bon de rappeler que le droit d'asile est basé sur une convention internationale qui a été écrite, et ce n'est pas un hasard, dans les années 50, à un moment où on était en pleine guerre froide, et qu'elle concernait quand même, d'abord et avant tout, les relations entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, entre l'Occident et l'Europe de l'Est. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, plus de 60 ans après, on a l'impression que les choses changent. Approche-toi. On a l'impression que les choses ont changé et que le droit d'asile n'est plus examiné de la même façon. Qu'est-ce que c'est que le droit d'asile? Le droit d'asile, c'est le droit pour toute personne de demander l'asile dans un pays de son choix parce qu'elle est victime de persécution. Et ce droit d'asile est un droit individuel. Aujourd'hui, on remet déjà en cause ce droit d'asile parce qu'on considère qu'il y a des pays d'origine sûre. Donc des gens qui, quasiment automatiquement, parce qu'ils viennent de tel ou tel pays, ne verront pas leur demande d'asile examinée. C'est le cas notamment, je vais prendre un exemple parce que c'est tout mieux de parler par exemple, c'est le cas notamment de plus en plus de la Turquie et de l'Afghanistan. La Turquie, je suppose que vous savez ce qu'il en est depuis la tentative de coup d'État de juillet 2015. Les progressistes, les démocrates se font tous arrêter, mettre en prison, condamnés à de lourdes peines de prison au motif qu'ils osent s'opposer à M. Erdogan et au nom de la lutte contre le terrorisme. Partout dans le monde aujourd'hui, des régimes autoritaires utilisent, je dirais, la peur du terrorisme pour poursuivre un certain nombre de démocrates. C'est vrai aussi en Égypte notamment, qui est un pays qui suit une pente assez terrible. Et en Afghanistan, quand on interroge les ONG qui travaillent sur place, on nous dit que la situation a empiré au cours des deux dernières années. Or, de plus en plus d'Afghans se font renvoyer dans leur pays au motif que l'Afghanistan serait devenu un pays sûr ou un pays dans lequel il y a des régions sûres. Que se passe-t-il dans l'Union européenne en général? Il y a, au cours de la période 2015, 2016, 2017, environ 1 500 000 personnes qui ont demandé l'asile dans un des pays de l'Union européenne. 60% d'entre eux l'ont demandé en Allemagne.
Et je crois qu'il faut le dire et le souligner. Et ils ont à 60%, pour 60%, reçu une protection internationale de l'Allemagne. Pourquoi je dis ça? Parce que en France, au cours de cette période, par rapport aux années précédentes, le nombre de demandes d'asile n'a quasiment pas évolué. Ça a été multiplié par 13 en Suède, multiplié par 10 en Allemagne, ça a stagné en France. Et on nous fait croire qu'on est inondé, submergé par les demandeurs d'asile et notamment les faux demandeurs d'asile. Il suffit de voir, d'écouter le parcours de ces gens, d'entendre les organisations internationales pour savoir que la séparation entre soi-disant les bons réfugiés et les mauvais migrants économiques est une idiotie totale. La plupart des gens évoluent parce qu'ils fuient un certain nombre de choses. Et oui, ils fuient, y compris la misère économique. Comme 50 millions d'Européens l'ont fait à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. N'oublions jamais ça. Notre histoire est marquée ça par des gens qui ont fui la misère économique et les persécutions, notamment à nos portes en Italie, en Espagne, au Portugal et bien sûr en Allemagne. Donc nous devons toujours réfléchir à ces questions-là en voyant le contexte international. Je terminerai en disant qu'il y a aujourd'hui environ 65 millions de personnes reconnues par le Haut Commissariat aux réfugiés comme étant demandeurs de protection internationale. 40 millions d'entre eux sont des déplacés internes à l'intérieur de leur pays et 25 millions sont des réfugiés au sens strict du terme, c'est-à-dire hors de leur pays. Parmi eux, 12 millions de Syriens. N'oublions jamais ce chiffre. Ce qui pèse, c'est qu'il y a 12 millions de Syriens aujourd'hui qui ont dû quitter leur domicile, qui sont déracinés. Ça pèse sur la crise mondiale en la matière, et non l'Union européenne. Et en particulier, la France n'a pas pris ses responsabilités en la matière. Alors on nous dit, l'Union européenne, la France ne sont pas là pour accueillir toute la misère du monde. Bien évidemment. Et il n'en est pas question. Parce que 85% de ces réfugiés restent dans les pays limitrophes des pays dont ils sont originaires. Et c'est le cas notamment des Africains. Donc rappelons aussi ces chiffres. Mais je ne dirais, demandons seulement une chose, et je terminerai par là, que l'Union européenne, la France, prenne sa part, juste sa part, au prorata de ses richesses, qui est parce que l'Union européenne est la zone économique et demeure la zone économique la plus riche du monde. Au prorata de sa population, prenne sa part dans ce qui est en train de se passer dans le monde, notamment parce que un certain nombre de gouvernements européens y ont une certaine responsabilité. Je pense notamment à la situation en Libye, je pense notamment à la situation en Irak et je pense à la situation en Syrie. Donc arrêtons d'alimenter les peurs, arrêtons d'alimenter les haines, disons la vérité, ayons le courage de dire la vérité et offrons l'hospitalité à toutes ces personnes. C'est pour ça que je vous remercie d'être nombreux ici aujourd'hui pour témoigner de cette solidarité. Et je vous rassure, quand il y a des sondages qui sont menés au niveau européen, la majorité des citoyens européens répondent présents en matière de solidarité européenne, y compris dans des pays dont les discours sont encore pires que dans notre pays. Merci donc à tous et à tous d'abord et avant tout d'être là. Merci Marie-Christine. Merci pour ces propos qui sont clairs et qui nous permettent d'avoir des idées un peu plus claires que tout le boniment qui nous est servi. Vous devinez sur ce que nous a dit à l'instant Marie-Christine, les difficultés qui peuvent se présenter pour un arrivant en France après des années de parcours à travers l'Afrique, après des mois ou des années de piétinement ou de torture en Libye, après les risques de la traversée de la mer, après le temps passé en Italie, assez souvent dans des camps, de se trouver obligé très rapidement, en 15 jours au maximum, de déposer une demande d'asile ou de faire un choix technique très compliqué entre la demande d'asile et entre la demande d'un titre de séjour, entre rêver de son enfance, pour des jeunes qui ont souvent aux alentours de 18 ans, et espérer être protégé ainsi, ou assumer
son âge adulte et en prendre les risques, avec souvent des conseils qui ont pu être donnés, pas toujours de façon la façon la plus judicieuse. On demande à un nouvel arrivant de se prononcer très vite sur une stratégie administrative et plus ou moins judiciaire où tout est fait pour conduire à des impasses. Mais quelle impasse tu prends? Tu te déclares, tu veux faire une demande d'asile? Oui, mais ton pays n'est pas si insécuritaire que ça. Les diplomates, les politiques ont décidé qu'il était sûr. Et tant pis si toi tu es persécuté par ta famille, par la misère, par le changement climatique. Tant pis, ça n'a pas été annoncé. La liste des pays non sûrs n'est pas la même dans tous les États de l'Union. Dans certains États de l'Union, beaucoup n'ont pas de pays non sûrs. Aucun. Tous les pays sont sûrs. Et puis d'autres ont beaucoup de pays sûrs. Tous les pays sont sûrs. Donc, aujourd'hui, c'est un désordre. C'est une arme qui est utilisée pour mettre des freins à l'arrivée et à l'acceptation des nouveaux arrivants. Et c'est tellement compliqué que nous, quand les jeunes nous demandent, est-ce que je fais une demande d'asile? Est-ce que je vais à la préfecture demander un titre de séjour? C'est très difficile à dire. Or, il faut savoir que le délai qui est donné pour faire une demande d'asile est raccourci. Il est très court. Et que depuis peu, on ne peut pas changer, on ne peut pas revenir. Si une demande d'asile est faite, et si elle est faite maladroitement, ou si les arguments ne sont pas suffisants, s'ils ne parviennent pas à convaincre le juge, on ne pourra pas revenir en arrière et dire « Oh oui, vous me refusez l'asile, eh bien je vais demander un titre de séjour. » Ah non, le chemin est fermé. Vous avez pris une voie, vous ne pouvez pas prendre l'autre. Quelle difficulté pour un jeune de savoir où il a une chance d'être reconnu dans sa vulnérabilité et d'être aidé dans sa jeunesse pour s'établir. Donc cette difficulté, elle est énorme et elle imprègne tout l'esprit des règlements qui changent chaque année. Ça fait 15 ans que la loi sur l'asile est remaniée à chaque fois par des modifications mineures ou par un refondement plus complet comme cette fois-ci. Mais tous les ans, une circulaire, une loi est revotée et toujours dans le sens de la complexification, dans le sens de l'exclusion. Donc vis-à-vis de ça, il est extrêmement difficile pour un jeune de se déterminer. Il est déjà difficile de raconter son histoire parce qu'elle est très traumatisante ou elle est quelquefois humiliante et il la rejette de toutes ses forces. Et aujourd'hui, c'est une grande difficulté pour ces jeunes. Un point particulier sur le CRA, où l'un d'entre nous devait intervenir, mais s'est trouvé empêché, les centres de rétention administrative étaient au départ des lieux de mise en sécurité des familles ou des personnes quand leur situation était incertaine ou soumise à enquête. De plus en plus, ce sont des lieux de rétention, c'est-à-dire de retenue, c'est-à-dire de privation de liberté. Pendant longtemps, ces centres n'étaient réservés qu'aux hommes. Et les familles, les femmes, les enfants n'étaient pas admis dans ces centres. Il y a eu des votes tout récents dont vous avez eu les échos. Et aujourd'hui, les enfants sont admis en centre de rétention. Et un centre de rétention, c'est un lieu qui, par certains côtés, est plus inaccessible pour les bénévoles que nous sommes que les prisons. Parce que dans les prisons, il y a des règlements qui autorisent, par exemple, la CIMAD à intervenir. Mais dans les centres de rétention, l'administration met une barrière. Et comme c'est censé être seulement administratif, il n'y a pas les droits de visite que nous avons dans les prisons. Donc c'est une exception au régime pénitentiaire qui est grave. Et la durée de retenue en centre de rétention, vous le savez, a été augmentée ou doit être augmentée par la nouvelle loi. Et ça, c'est une exception encore française. Donc, cette difficulté de savoir quel chemin prendre, d'être aidé dans cette démarche, elle est quotidienne pour les jeunes qui arrivent. Je vais donner la parole à quelqu'un de Échangeons le Monde au sujet du parcours des migrants. Parce que ce que je viens de vous dire, c'est une étape dans un long parcours qui a commencé bien en amont et qui va aboutir chez nous. Annette, je te donne la parole. Bon, voici quelques exemples simplement des parcours de gens que nous avons connus, qui sont encore à Gap ou qui sont passés par Gap et que nous avons soutenus.
Ce sont des gens, il y a jusqu'à l'année dernière, c'était beaucoup des gens qui venaient de l'Europe de l'Est, ou des Kosovars, ou des Albanais, ou des Tchétchènes, ou des Serbes, ou des Arméniens, bien sûr. J'allais oublier les Arméniens. Il y en a toujours et des Afghans aussi. Il y en a toujours qui arrivent de ces pays-là, mais il y a aussi beaucoup qui viennent d'Europe de l'Est et des familles et aussi d'Europe de l'Est et d'Europe de l'Ouest et en particulier des mineurs qui passent par Briançon et qui arrivent. D'Afrique de l'Est et de l'Ouest. T'as dit Europe. Afrique de l'Ouest, excusez-moi, c'est l'émotion. Afrique de l'Ouest. Donc, c'est quelques exemples. Bon, là, on a fait inscrire les parcours aux gens qu'on a rencontrés, là. Bon, il y en a une qu'on n'a pas rencontrée dans les jours précédents, mais qui vient de Colombie. Elle a aussi des problèmes et une famille est arrivée de Colombie. Pourquoi est-ce que Échangeons le Monde est concerné par ça? Parce que nous faisons partie du réseau hospitalité et qu'en particulier, Échangeons le Monde étant la boutique de commerce, l'association, de commerce équitable et qu'en particulier, pas mal de personnes passent par notre boutique pour nous aider, puisque nous sommes tous bénévoles, et aussi avoir l'occasion de pratiquer le français. Donc, ils nous aident quelquefois à installer des expo-ventes extérieures et ils nous aident dans la boutique. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci Annette. Nous allons voir ensemble la difficulté que représente pour les migrants l'interdiction de travailler. Est-ce que Joël Branchier est là? Joël? Non. C'est là Joël, je l'ai vu il y a 2 minutes. Coucou. Est-ce que quelqu'un veut vous dire un mot sur la difficulté les conséquences de l'interdiction de travailler? Joël? Comment? Oui. On va prendre le thème suivant là pendant que Joël nous rejoigne. Sur l'hébergement. Les deux besoins fondamentaux des jeunes quand ils arrivent, bien sûr, c'est d'abord d'être accueillis, d'avoir une main tendue, de pouvoir manger. Mais très rapidement, pour s'établir ici et trouver une place dans la ville, il faut un toit et il faut un travail. Et la question du travail, Joël vous en parlera dans 5 minutes. Et je vous propose qu'on parle de la question de l'hébergement, c'est-à-dire un toit. Est-ce que quelqu'un de Welcome ou de réseau hospitalité veut nous dire un mot sur l'hébergement et ses difficultés? Marie-Odile? Comment? Bonjour à tous, donc on est là pour vous parler de l'hébergement. Moi je voudrais juste dire un petit mot concernant l'hébergement d'urgence qui est géré par la PAZ et je voudrais surtout dénoncer les pratiques de la PAZ actuellement. La PAZ actuellement se permet alors la PAZ c'est l'association donc qui gère le 115, l'hébergement d'urgence. La PAZ se permet de porter plainte contre des bénévoles qui rendent visite aux personnes qu'elles hébergent pour violation de domicile. Voilà. Moi, c'était ça que je voulais dénoncer. Je passe la parole aux autres personnes. Les jeunes ou les familles arrivent sur les Hautes-Alpes et sur Gap principalement. Tout d'abord, je voudrais profiter que M. Roger Didier est aux côtés des CRS pour lui dire que j'ai honte d'habiter Gap et que Gap ne soit pas une ville plus accueillante.
côté de nous plutôt qu'à côté des CRS, et il devrait surtout donner les moyens à l'ensemble de la population d'accueillir mieux tous ces jeunes migrants et familles qui arrivent complètement désappointés et dans un stress terrible. Nous avons besoin de lieux, il le sait. Quand on s'adresse à lui, il nous dit que c'est pas de ses compétences. Mais malgré tout, quand on est maire d'une ville comme la nôtre, on se doit d'accueillir, on se doit de recevoir. Le maire de Briançon montre un exemple qui me semble, qui devrait lui donner envie de faire un peu les mêmes choses. Et la communauté de communes du Briançonnais. Bon, je m'excuse de ce côté un peu polémique, mais je trouve un peu terrible d'être là pour défendre les migrants et de le savoir aux côtés des CRS, comme si nous, Gapençais et Hauts-Alpins, nous étions par nature des gens violents, semeurs de désordre et autres. Il sait très bien qu'un rassemblement comme aujourd'hui ne pouvait que bien se passer. Bon, maintenant, je vais essayer de vous parler de l'hébergement et de la problématique que nous rencontrons tous les jours au jour d'aujourd'hui. Sachez que les jeunes, et on parlera de l'évaluation après, quand ils arrivent à partir de, ça fait quelques mois où le conseil départemental met effectivement à l'abri l'ensemble des jeunes qui arrivent, qui se déclarent mineurs. Mais, et on parlera de l'évaluation dans un deuxième temps, une fois l'évaluation passée, les jeunes sont du jour au lendemain mis à la rue s'ils ne sont pas reconnus mineurs. En sachant que on les met à la rue à des heures qui peuvent être de 10h du matin jusqu'à 17h30, voire 18h le soir. On leur dit, et ils se retrouvent dans un état de choc, vous imaginez bien, c'est des jeunes qui ont traversé et vécu des choses terribles pendant leur traversée, comme on vous l'a déjà dit, et ils se retrouvent de nouveau dans une situation dramatique, sans solution. On leur dit allez au 115 ou partez ailleurs, ce qui est encore pire. On les invente, on les invite à continuer leur errance, chose qu'on sait dramatique pour eux. Donc, l'État s'était engagé à l'époque de l'ancien préfet à mettre à l'abri l'ensemble des jeunes qui faisaient des recours auprès du juge des enfants. Il s'avère que cela a marché un petit moment et que maintenant ça ne marche plus du tout. On appelle tous les jours, à l'heure actuelle, le 115, on nous dit il n'y a pas de place, ces jeunes ne sont pas des publics prioritaires. Je vous rappelle qu'ils revendiquent leur minorité, c'est pour ça qu'ils font un recours auprès du juge des enfants, c'est-à-dire qu'ils sont censés, en tout cas, on essaye de faire valoir leur minorité, c'est-à-dire que on ne met pas à l'abri des jeunes qui revendiquent une minorité. Pour résoudre cette dramatique situation, nous avons fait appel et nous faisons appel à des familles d'accueil. Un nombre extrêmement important de gens, Hauts-Alpins en général, Gap et tous ces environs, mais même lointains, des familles font un geste extraordinaire de pouvoir en mettre quelques-unes à l'abri quelques jours ou plus longuement pour ceux qui font un recours auprès du juge des enfants. Il faut savoir que les recours auprès du juge des enfants, ça peut durer 2-3 mois, voire plus avec la période de vacances qui arrive. Donc, si par hasard, cette occasion est merveilleuse et je ne peux pas m'empêcher de faire appel à l'ensemble des gens qui sont là, si par hasard vous avez une chambre de libre, un appartement de libre, ou des voisins, ou je sais pas quoi, en se mettant à plusieurs, on a besoin de vous, et on a besoin d'hébergement, puisque l'État ne fait pas ce qu'elle devrait faire. Et ce n'est pas interdit.
Il semblerait qu'il y ait une incompréhension dans ce que j'ai dit tout à l'heure. La Paz a porté plainte parce que on rentre dans les locaux dans lesquels ils hébergent. C'est pas les familles qui accueillent qui sont en cause. On a le droit d'accueillir des jeunes ou d'ailleurs des familles, parce que je vous signale que la trêve hivernale finit et qu'il y a énormément de familles avec enfants en bas âge qui sont sur Gap, hébergés dans des situations invraisemblables dans des hôtels sans pouvoir cuisiner et sans nourriture pour les nourrir. Je veux dire, on est dans une situation invraisemblable. Oui, j'ai une question à vous poser à tous. Est-ce que vous auriez imaginé vivre dans un pays où on rejette à la rue des enfants juste sortis d'un camp de concentration? Parce que la question, elle est là. On s'en est occupé en 1945. En tout cas, on a ce problème-là. Ce sont des enfants, peut-être non reconnus mineurs, dont nous nous occupons au réseau hospitalité. Et nous avons absolument besoin de vous, nous avons besoin de nous tous pour leur donner un temps de répit. Ils ont besoin de se poser, ils ont besoin de nous parler de ce qui leur est arrivé. Nous avons besoin de continuer le peu de soins qui ont été commencés. Et malheureusement, on voit des jeunes gens repartir avec des tuberculoses qui ne sont pas soignées, avec des maladies contagieuses ou non contagieuses qui mettent leur avenir en danger. Et ils repartent parce qu'on les rejette à la rue. Alors c'est très important et je crois qu'il nous faut du temps pour réparer. Nous avons tous un devoir de réparation. On est dans un monde où on met des enfants en camp de concentration et ça, c'est pas possible de le supporter. Est-ce que tu peux, Françoise, nous dire un mot sur les difficultés particulières d'accès aux soins que tu constates avec, au début, pas de couverture, pas de prise en charge, et donc le recours systématique aux urgences ou à la passe, les difficultés d'accès aux médicaments, surtout les difficultés de suivi quand on commence un traitement pour une bilharziose, pour une tuberculose et qu'on ne peut pas le suivre. Est-ce que tu peux nous dire les difficultés d'accès à l'aide médicale d'État? C'est toujours une bataille. Normalement, ça devrait être droit acquis au bout de 2 mois, et il faut souvent beaucoup plus longtemps pour qu'il soit véritablement établi. Tu peux nous en dire un mot? Oui, nous faisons, quand nous les recevons, nous faisons systématiquement maintenant une demande d'aide médicale d'État et effectivement c'est toujours très long. Et à part ça, alors quand des jeunes gens nous arrivent directement avant d'être évalués et avant d'aller au conseil départemental, ils n'ont aucun droit, souvent ils sont dans des états lamentables, il faut qu'ils aillent rapidement dans les SAMA, ce qu'on vous a expliqué, les centres d'accueil en attendant l'évaluation. Et dans ces SAMA, malgré les bonnes ou mauvaises volontés, on n'arrive pas à avoir des soins pour eux. Les rendez-vous sont très longs. On a un service dédié à eux à l'hôpital, mais qui ne reçoit qu'une fois par semaine et qui est toujours submergé. Et aux urgences, on n'est pas toujours à vouloir submerger non plus les urgences avec des soins qui pourraient être faits différemment. Donc, alors on se débrouille, mais c'est une médecine un petit peu qui n'est pas digne de la médecine que notre pays voudrait offrir et doit offrir. Merci beaucoup Françoise. Dominique, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce qui est un peu une spécificité aux Alpines, c'est les modalités d'évaluation de la minorité des enfants, des jeunes. Comment ça se passe chez nous ? Déjà, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les jeunes mettent un espoir extraordinaire dans le résultat de cette évaluation. Ils sont dans un état de stress et d'angoisse majeur. Ils sont épuisés par tout ce qu'ils ont déjà vécu précédemment. Et ils se retrouvent face à une personne avec des compétences qu'on interroge en permanence, car visiblement, c'est des gens qui n'ont pas les compétences psychologiques et aucune compétence sur l'Afrique. Ils mettent pendant 1 heure, 1 heure et quart maximum, ils interrogent un jeune qui est dans l'état que je viens de vous décrire, et donc ils se mettent à gafouiller, ils se mettent à dire des choses qui sont contradictoires parce qu'ils comprennent
il faut voir aussi qu'ils parlent généralement français, mais un français qui, au niveau vocabulaire, est beaucoup moins riche que le nôtre, entre guillemets. Ce qui veut dire que, des fois, ils comprennent mal les questions. Des fois, ils répondent en pensant que s'ils répondent rien, ça va mal se passer pour eux. Et c'est tout cet ensemble qui fait qu'on arrive à des bilans d'évaluation absolument ubuesques. C'est invraisemblable ce que les évaluateurs du conseil départemental osent mettre sur leur bilan. C'est un véritable scandale. Je vous rappelle que la loi dit bien qu'en cas d'incertitude sur la minorité ou la majorité, c'est la minorité qui doit prévaloir. Je peux vous garantir que pour le département des Hautes-Alpes et pour les évaluateurs, et donc qui est sous la responsabilité de monsieur le président du conseil départemental quand même, ben ça n'est jamais le doute qui prévaut. C'est toujours, il faut être dans les statistiques, je ne sais pas s'ils sont imposés par le ministère de l'Intérieur, mais on peut vraiment se poser la question quand vous voyez des gamins qui, franchement, bien souvent, je mettrais ma main à couper que ce gamin a bien 16 ans et pas les 18 qu'on essaye de lui affirmer. Voilà, donc c'est une épreuve terrible pour ces jeunes, et ce qui explique qu'après, comme je disais, pour la grande majorité, ils partent ailleurs en se disant que ailleurs ça va être mieux, mais depuis qu'ils sont partis de chez eux, ils sont dans cette recherche de l'ailleurs et ils vont devant, comme ils disent. Mais ils vont vers quoi? Si on n'arrive pas à les prendre en charge comme il faut, ce qu'ils méritent tous en tout cas. Merci Dominique. J'ajouterai un mot d'expérience personnelle, c'est que on entend les fonctionnaires de l'administration, notamment départementale, reprocher à ces jeunes d'être trompeurs, d'être menteurs, d'essayer de s'arroger des privilèges liés à l'enfance, alors qu'ils ne sont plus véritablement dans les créneaux. Mais il faut savoir que d'abord l'état civil n'a pas la rigueur partout dans le monde, qu'ensuite ils sortent de traumatismes épouvantables, et qu'on leur a souvent dit que d'être reconnu encore enfant, c'était une sauvegarde et une protection garantie. Donc comment est-ce qu'on peut reprocher à des jeunes d'essayer de tenter leur chance, même si après on s'aperçoit qu'il manquait quelques mois ou que l'âge n'était pas tout à fait celui-là. On ne peut pas criminaliser tous les comportements chez des gens qui ont ce parcours et chez des gens qui vivent dans ce traumatisme-là. Il faut comprendre qu'on est dans un domaine humain et pas dans une statistique. On va parler, si vous le voulez bien, de la difficulté d'accès au droit, avec un D majuscule, qui est particulièrement un obstacle pour ces jeunes qui arrivent et qui demandent une compétence particulière de la part des bénévoles qui les aident. Madeleine ? Oui, bonjour. Je m'occupe du juridique également avec beaucoup d'autres. Mais je voulais faire une parenthèse parce qu'on l'entend beaucoup. On l'entend beaucoup, donc. C'est l'histoire de ces jeunes qui se promènent avec des smartphones, avec des habits de luxe, ainsi de suite. Ça, on l'entend beaucoup dans la population, on l'entend dans les commerces, on l'entend partout. Alors, on voudrait bien faire une mise au point là-dessus. Personne n'achète de smartphone. Il n'y a pas d'argent donné par le conseil départemental pour les habits de luxe et les smartphones. Les habits avec lesquels sont habillés ces jeunes sont habillés par de la récupération. Alors nous avons la chance d'avoir certaines familles qui ont les moyens et qui donnent les vêtements de leurs enfants. Il se trouve que ce sont des vêtements de luxe. Alors si vous voyez des jeunes avec excusez-moi, je connais pas trop les marques, mais avec des marques, sachez bien que c'est pas les associations, c'est pas l'État, c'est pas le conseil départemental qui le donne, ce sont des personnes qui donnent le vêtement de leurs enfants. Pour les smartphones, c'est pareil. On fait des collectes de smartphones. Donc nous les donnons à ces jeunes et ainsi de suite. Donc il faut mettre à mal cette rumeur, vraiment parce qu'elle est fausse. Je vous remercie. Et faites circuler, s'il vous plaît. Je vais dire quelques mots maintenant au niveau juridique, mais je vais essayer d'être très court parce que c'est vrai que c'est un sujet assez ardu. À l'heure actuelle, on nous accuse
d'être hors la loi. Or, sans arrêt, on s'aperçoit que l'État, le conseil départemental sont hors la loi. Un jeune arrive dans le département, la première chose qui lui arrive, si jamais il se fait arrêter au col de l'Échelle ou au col du Mont-Genève, c'est le refoulement. Alors qu'il dit « je suis mineur », il risque une fois sur deux d'être refoulé dès la frontière. Et on est déjà dans l'illégalité. On continue ensuite, quand il arrive ici, il est hébergé et protégé pendant quelques semaines par le conseil départemental et il est évalué. On vient de voir le niveau de l'évaluation telle qu'elle est faite par le conseil départemental. C'est absolument inadmissible et déjà encore une inégalité. Ça doit être pluridisciplinaire. Il doit y avoir plusieurs personnes qui fassent cette évaluation. Or, à l'heure actuelle, il y a deux personnes pendant quelques minutes et ensuite il y a une des deux personnes qui s'en va. Et en fait, c'est une seule personne qui fait cette évaluation. Donc, deuxième irrégularité par rapport à la justice. Et on continue. C'est-à-dire qu'ensuite, une fois que le jeune, on a conclu qu'il n'était sûrement pas mineur, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait une lettre qu'on lui donne, s'il est bien sage, à une heure donnée. S'il est là 5 minutes en retard, on lui donne pas. Vous aviez qu'à être là à l'heure. S'il refuse la lettre parce qu'il est dégoûté par ce qu'on lui fait, on lui donne définitivement pas cette lettre. Et dans cette lettre, qu'est-ce qui est écrit? Ce que vous avez dit ne plaide pas en faveur de votre minorité. Textuellement, on prend pas la décision, on lui dit pas tu es pas mineur, tu es majeur. Non, on lui dit ce que tu as dit ne plaide pas en faveur de ta minorité. Donc le conseil départemental ne décide rien. On peut pas l'attaquer au tribunal administratif une telle phrase. C'est pas une décision. Donc, que peut faire le jeune à ce moment-là? D'autant qu'à partir du moment où il a reçu cette lettre, le conseil départemental décide que donc il n'est pas mineur. Donc on l'enlève de toute possibilité de protection auquel un mineur a droit. Il se retrouve à la rue. On l'envoie au 115. On doit l'envoyer au 115, dit le préfet. On vous a dit tout à l'heure, pas de place au 115. Quand il y avait de la place au 115, le lendemain matin d'une nuit au 115, on leur disait, tu vas à la préfecture. Dans la journée, le jeune recevait une obligation de quitter le territoire français au QTF, c'est-à-dire qu'il était déjà marqué à la préfecture comme devant être accompagné dans son pays. Et en plus, au lieu d'être donné par un gendarme comme ça doit être fait avec signature, etc., c'était donné aux salariés de la PAZ qui devaient donner aux jeunes sans aucune preuve que ce papier avait été donné. Je continue. Donc nous, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé que ces jeunes, on recherchait des familles pour pouvoir les protéger nous-mêmes. Mais on est en train de faire ce que devrait faire l'État, ce que devrait faire le conseil départemental quand on fait ça. Alors au niveau ensuite de ce qui se passe juridiquement, d'abord 95% des jeunes dégoûtés par tout ce qui s'est passé dans les Hautes-Alpes, pour eux, malgré tout l'accueil qu'on a pu leur donner, partent. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans toute la France sans rien. Et en plus, pour l'instant, j'ai jusqu'à maintenant parlé de ceux qui étaient déminorisés, qui avaient reçu il n'y a pas de preuve que vous êtes mineur, mais les autres, ils ont une ordonnance provisoire de placement qui peut être dans toute la France. Dans la plupart des villes de France, à l'heure actuelle, quand un jeune a ce papier, l'OPP, donc qui peut être à Marseille, qui peut être à Grenoble, à Paris, à Rennes, à Nantes, dans la plupart des villes, à l'heure actuelle, il n'y a plus de place. Donc ils se retrouvent à la rue, bien qu'ils aient été reconnus comme mineurs, ils se retrouvent à la rue, et dans certains départements, Versailles par exemple, on refait une évaluation pour démontrer qu'ils sont pas mineurs, alors qu'ils ont été reconnus mineurs dans les Hautes-Alpes, on les reconnaît pas là-bas. Pour ceux qui restent, qui ont la chance de rester, qui ont la chance d'accepter tout ce qu'on leur a dit, parce que avec tout ce qui leur est arrivé, est-ce qu'ils peuvent encore nous croire? Ceux qui ont accepté tout ça, qui sont accueillis je vois quelques familles, de nombreuses familles autour de moi là. Ceux qui sont accueillis dans ces cas-là, à ce moment-là, c'est une course de patience. On fait un recours auprès du juge des enfants, qui est la seule personne qui peut décider que quelqu'un est mineur ou quelqu'un est majeur. Donc
un recours auprès du juge et le juge va mettre 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois pour voir pour la première fois le juge, le jeune, et c'est seulement au bout de 3 mois qu'il va décider. Aujourd'hui, la plupart des cas qui sont passés, qui ont été jugés ces derniers mois, ont été positifs. Et ça, il faut le dire aux jeunes. Parce qu'il y a quand même au moins un espoir, c'est que ce soit un aboutissement quand même positif auprès du juge des enfants. Mais vous voyez à travers tout ce que j'ai décrit, la quantité d'endroits où un jeune va se retrouver face à une justice ou face à des institutions qui sont hors la loi. Je rajoute juste une chose par rapport donc ce qui se passe dans le département, c'est que effectivement les juges des enfants ont jusqu'à présent décidé donc de donner raison aux mineurs et de déclarer leur minorité. Ce que je trouve scandaleux, et je suis pas la seule, c'est que pour chacun des mineurs qui a été reconnu donc mineur par le juge des enfants, qui est revenu sur la décision du conseil départemental, celui-ci, le conseil départemental, a fait appel de la décision du juge pour enfants. Donc voilà la politique du conseil départemental des Hautes-Alpes, c'est-à-dire que même lorsque le juge des enfants décide que ce jeune est bien mineur, bien évidemment pas n'importe comment, il prend cette décision, le conseil départemental des Hautes-Alpes continue sa lutte pour que ces mineurs soient déclarés majeurs. Voilà. Nous venons d'apprendre de sources sûres qu'il y a actuellement 12% de jeunes qui sont reconnus mineurs dans le département. Parmi ceux qui se déclarent mineurs, seuls 12% seront reconnus. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes qui sont effectivement mineurs ne sont pas reconnus. Et on a vu des jeunes qui n'étaient pas reconnus mineurs dans le département, qui étaient reconnus mineurs dans le département d'à côté. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que cette évaluation est faite de manière superficielle et donc injuste. Quand on voit l'enjeu que ça a, on oublie une chose très importante. Au-delà de l'hébergement, au-delà de la prise en charge matérielle, il y a l'éducation qui est due aux mineurs et qui est réservée aux mineurs. Et si on vous reconnaît pas mineur, vous perdez toute chance d'être inscrit à l'école ou en apprentissage. Donc c'est une perte de chance très importante. Il nous reste plusieurs points à voir encore. Vous avez déjà eu beaucoup de patience pour attendre. Il nous reste plusieurs points. L'un concerne Dublin, la fameuse procédure Dublin, qui est une question un peu compliquée. Mais heureusement, Marie-Christine la connaît bien. Elle nous parlera en même temps de l'Europe et les migrations et des perspectives. Et puis on demandera à Michel ce qui est devenu, ce qui est sorti des états généraux des migrations qui se sont tenus avec les Briançonnais. Enfin, le dernier point sera un mot de Patrick sur la nouvelle loi immigration qui est pour l'instant en balance entre l'Assemblée, qui l'a voté presque comme un seul homme, et le Sénat, qui l'aura en première lecture prochainement. Et puis, il y aura quelques nouvelles qui vous seront données par des gens du haut du département, et à la fin, vous serez invités à aller manger de l'autre côté de ce passage pour pouvoir poursuivre la discussion avec un verre ou une assiette à la main. Alors, d'abord, au sujet de la procédure Dublin, vous savez que c'est un barrage administratif qui est dressé contre l'accueil des jeunes qui ont eu le malheur de débarquer, non pas sur la Côte d'Azur, mais en Italie. Marie-Christine, est-ce que tu peux nous dire un mot de cette terrible procédure Dublin? Peut-être que je vais la remettre un peu dans son contexte. Parce que le contexte de tout cela remonte à plusieurs années, à une époque où on était très fiers de mettre en place l'espace Schengen, espace de libre circulation pour les citoyens européens, mais aussi pour ceux ayant un titre de séjour régulier dans l'Union européenne. Que s'est-il passé depuis ? Depuis, les peurs ont monté, les nationalismes et les populismes ont monté, et on a l'impression que tous les gouvernements européens aujourd'hui
court après cela pour essayer de convaincre que les valeurs d'accueil, de solidarité vis-à-vis des migrants et des réfugiés doivent être mises à la poubelle, excusez-moi de le dire comme ça. Dublin, la procédure Dublin a été inventée pour régler la situation des demandeurs d'asile dans l'ensemble de l'Union européenne. Il faut savoir que cette procédure a été inventée après un rejet par le Conseil d'un système de régime d'asile européen qui permettait que le droit d'asile européen soit le même dans tous les États de l'Union européenne. Nous n'en sommes pas là. Bien au contraire, on est en train de détricoter le peu de garanties qui existent à l'intérieur de l'Union européenne en la matière. Il y a des écarts épouvantables entre les pays qui accueillent et les pays qui rejettent. L'exemple le plus symptomatique de rejet, c'est la Hongrie. Ils ont eu beaucoup de demandeurs d'asile, notamment en 2015. Ils n'ont accepté quasiment aucune de ces demandes d'asile. Les bons élèves, si je puis dire, c'est la Suède au prorata de sa population, l'Allemagne en chiffre absolu. Donc, le régime de Dublin a été fait à un moment où il y avait moins de tensions, je n'aime pas tellement ce terme, mais moins de tensions entre les États européens, notamment au cas où il y a des mouvements importants, ce qu'on appelle des mouvements secondaires, entre un État et un autre État membre à l'intérieur de l'Union européenne. Depuis, il y a eu 2015, l'arrivée de 850 000 personnes en Grèce, depuis la Turquie, et de 150 000 personnes en Italie. Le dublinage, comme on dit... Richard. Non, ils font passer, ils sont en train de passer au fond là-bas. Le dublinage permet à un pays qui reçoit un demandeur d'asile dont la demande a déjà été prise par ailleurs de renvoyer. Je dis bien permet. Il n'y a aucune obligation en la matière et je crois qu'il faut fortement influencer là-dessus. La seule obligation qu'il y a, c'est que le pays dit premier entrant, celui qui a reçu la demande, est obligé d'accepter le pays qu'on lui renvoie. Mais le pays renvoyeur, si je peux me permettre, la France notamment, n'est pas obligé. On nous dit, c'est le règlement de Dublin, c'est une obligation. Non, ce n'est pas une obligation pour la France de renvoyer un certain nombre de personnes. Et au bout de 6 mois, si la personne est restée 6 mois, l'obligation n'existe plus pour le pays dit premier entrant. Ça, c'est la situation actuelle. Le droit européen tel qu'il prévaut actuellement. Nous sommes actuellement dans une bataille avec... Pardon, excusez-moi, j'ai forcé ma voix à cause de la musique et du coup je la perds. Nous sommes dans une bataille actuellement avec le Conseil européen. Quand je dis nous, c'est le Parlement européen, la majorité du Parlement européen. Pour imposer, dans le cadre de la réforme du règlement de Dublin, un mécanisme de solidarité pour obliger les États membres à être solidaires les uns des autres. À l'inverse, le Conseil nous propose de rendre obligatoire le renvoi de tous les Dublinés. Je vous demande qu'une chose, intéressez-vous un petit peu à ce qui se passe au niveau des institutions européennes sur la façon dont ils sont en train de réformer à la baisse l'ensemble des droits des citoyens européens. En ce moment, je suis plutôt fière d'être députée européenne parce que nous